Jin-Woo invoqua Beru à contre-cœur. Bien que la puissance de Beru se soit grandement affaiblie après être devenu un soldat de l'ombre, il restait une arme redoutable, conçue pour chasser les chasseurs. Beru demanda calmement à son maître ce qu'il devait faire. Jin-Woo lui ordonna alors de vaincre Hunter-Sha sans lui causer la moindre blessure. Beru hocha la tête, et aussitôt, une puissante vague d'énergie magique se déchaîna autour de lui, brisant toutes les lumières de la pièce. De loin, Hunter-Sha sentit un frisson parcourir son corps. Comment un être humain pouvait-il commander un tel monstre? Beru se prépara à attaquer, ses griffes acérées scintillant dans l'obscurité. Mais Jin-Woo l'interrompit d'une voix ferme. Il lui interdit de s'en servir. Il précisa que si Hunter-Sha venait à être blessé, ce serait Beru qui en subirait les conséquences. Perplexe, mais obéissant, Beru se retint. Hunter-Sha, de son côté, le fixait d'un regard perçant, consciente de l'immense écart de puissance entre eux. Alors qu'elle réfléchissait à la situation, Beru disparut soudainement de son champ de vision. En une fraction de seconde, il apparut juste derrière elle. Surprise, Hunter-Sha dégaina son épée et frappa avec rapidité. Mais Beru arrêta son attaque d'une seule main, sans effort. Elle enchaîna alors plusieurs coups d'épée, chacun plus rapide que le précédent. Mais Beru esquiva aisément sans même bouger son corps. Sha resta pétrifié. Comment un tel monstre pouvait-il éviter toutes ces attaques aussi facilement? L'instant d'après, Beru se retrouva juste devant elle et rugit violemment, son souffle la projetant en arrière sous la puissance de la déflagration. Voyant cela, Jin-Woo mit fin au combat et demanda à Hunter-Sha si elle était satisfaite. Pourtant, malgré la peur et la fatigue, elle refusa d'abandonner. Jin-Woo, intrigué, ne comprenait pas pourquoi elle se donnait autant. Elle n'avait aucune chance de vaincre Beru, mais elle persistait. Il savait cependant que Beru était différent des autres soldats de l'ombre. Outre son intelligence, il possédait une force et une conscience supérieures. Jin-Woo voyait bien qu'il se retenait, évitant délibérément de tuer Hunter-Sha. Mais Hunter-Sha, elle, continuait de le fixer avec intensité, réveillant malgré elle l'instinct de prédateur de Beru. Se sentant insulté, celui-ci bondit sur elle, les griffes prêtes à frapper. Hunter-Sha parvint à esquiver de justesse, activant sa danse de l'épée. Elle s'élança dans les airs, tenta de le frapper, mais Beru attrapa sa lame et la brisa d'une poigne brutale. Refusant d'abandonner, Hunter-Sha fit jaillir sa lame de lumière et lança une frappe rapide et précise, transperçant le corps de Beru. Mais cette attaque provoqua une réaction inattendue. L'instinct meurtrier de Beru se réveilla brutalement, lui rappelant les ordres des reines fourmis, exterminer l'ennemi. Et pour lui, cette femme en face n'était plus une chasseuse, mais une cible à éliminer. Voyant le regard de Beru changer, Jin-Woo comprit immédiatement la situation et lui ordonna de s'arrêter. Mais Beru, hors de contrôle, ignora son maître et leva sa griffe pour porter le coup fatal. Hunter-Sha ferma les yeux, prête à accepter sa fin. À cet instant précis, Jin-Woo surgit à une vitesse fulgurante et arrêta l'attaque juste avant qu'elle ne l'atteigne. Beru, réalisant ce qu'il venait de faire, recula immédiatement, s'agenouilla et implora le pardon de son maître. Jin-Woo soupira, puis se tourna vers Hunter-Sha. Il lui demanda calmement pourquoi elle s'était donné autant, au point de risquer sa vie, juste pour un simple test d'entrée dans une guilde inconnue. Hunter-Sha garda le silence. Jin-Woo insista, la regardant droit dans les yeux. « Peut-être que je t'intéresse. » Ces mots la figèrent. Choquée, Hunter-Sha détourna le regard, et après un court silence, elle avoua timidement ses sentiments. Son visage devint rouge de gêne. Pendant ce temps, au bureau des chasseurs des États-Unis, Michael et Madame Selney faisaient face à David Brennan, le directeur du bureau. Michael, honteux, s'excusa pour l'incident précédent impliquant Sun Jin-Woo. Mais David le coupa net. Il ne les avait pas convoqués pour des excuses, mais pour obtenir des explications précises sur ce qu'il s'était réellement passé. Michael expliqua alors que, selon les observations antérieures de Madame Selney, elle avait identifié Sun Jin-Woo comme l'un des rois. Intrigué, David demanda une explication plus détaillée. Madame Selney expliqua que tous les chasseurs éveillés étaient liés à l'autre côté, et qu'elle pouvait percevoir cette connexion. Les plus puissants d'entre eux étaient entourés d'une lumière éclatante, elle les appelait les rois. Mais chez Jin-Woo, elle n'avait vu aucune lumière. Seulement des ténèbres. Et ces ténèbres provenaient uniquement de lui. David, choqué, lui demanda si cela signifiait que Jin-Woo était maléfique. Madame Selney répondit calmement que cela n'avait rien à voir avec le bien ou le mal. Cette obscurité était la source même de sa puissance, une force née de lui seul, infinie et indépendante de toute autre entité. David la remercia pour ces informations précieuses et ordonna à Michael de le suivre au 24e sous-sol. Dans l'ascenseur, il lui confia son plan,
si les pouvoirs de Madame Selney échouaient, ils auraient recours à d'autres moyens pour contenir Sun Jinwoo. Il rappela à Michael le souvenir du portail de rang S qui avait ravagé l'Ouest américain. À cette époque, les États-Unis avaient promis une récompense immense aux 5 chasseurs les plus puissants ayant survécu à la catastrophe. Ce fut l'émergence d'un monstre d'une puissance nationale, le dragon Kamish, la flamme inextinguible. Cette créature avait massacré des dizaines de chasseurs d'élite avant d'être vaincue, mais elle avait laissé derrière elle quelque chose d'encore plus précieux. Dans une chambre fortement sécurisée, David ouvrit une porte blindée. À l'intérieur, reposait une pierre runique extraite du corps de Kamish, préservée depuis 8 ans. C'était, selon lui, un héritage inestimable. Près de là, le crâne colossal de Kamish trônait encore, vestige d'un combat qui avait marqué l'histoire du monde. Pendant ce temps, dans son appartement, Jinwoo se tenait devant un miroir. Il remarqua des changements dans son apparence. Il semblait plus grand, plus fort, plus séduisant qu'avant. Intrigué, il alla demander l'avis de sa sœur cadette, Gina. Surprise, celle-ci répondit avec ironie, se demandant d'où venait cette soudaine confiance. Une dispute amicale éclata entre eux. Jinwoo finit par annoncer son intention de créer sa propre guilde, la Guilde Solo. Gina éclata de rire, trouvant le nom étrange. Avec tous les soldats de l'ombre qu'il commandait, il n'était clairement pas solo. Jinwoo, un peu vexé, admit qu'elle avait raison et lui demanda une autre idée. Gina proposa alors le nom Aengilt, inspiré d'une expression signifiant « j'avance ». Jinwoo approuva, trouvant cette signification bien plus profonde. Pendant ce temps, Hunter Sha, dans son appartement, repensait aux événements du test. À chaque souvenir, son visage rougissait. Elle se retournait sans cesse sur son lit, incapable de trouver le sommeil. Elle craignait que Jinwoo ne la voie désormais comme une personne étrange, mais essayait de se convaincre que ses sentiments étaient justifiés. Après tout, il lui avait sauvé la vie. Soudain, elle fut happée dans une vision. Dans son subconscient, elle vit l'ombre de Min Banju s'approcher d'elle, l'air terrifié. Il la supplia de transmettre un message à Jinwoo. Il devait être prudent avec son pouvoir. Hunter Sha se réveilla en sursaut, le cœur battant, certaine que cette vision n'était pas qu'un rêve. La scène se déplaça vers le siège de la Guilde des Chevaliers. Le maître de guilde, Park Jong-su, reçut un rapport signalant l'apparition d'une porte de rang A sur leur territoire. Frustré, il réalisa qu'une telle porte nécessitait la présence d'un chasseur de rang S dans l'équipe de raid, ce qu'il n'avait pas. Cela signifiait devoir céder les droits du raid à une autre guilde. L'un de ses membres proposa alors de demander l'aide de Sun Jinwoo. Après un moment de réflexion, Park Jong-su trouva l'idée pertinente. Travailler avec Jinwoo permettrait non seulement de préserver la réputation de la Guilde des Chevaliers, mais aussi d'assurer la réussite du raid. Il décida donc de contacter personnellement Jinwoo dans son nouveau bureau de guilde. Au bureau de la guilde, Jinwoo propose d'appeler leur nouvelle organisation la Guilde Aen. Jino trouve ce nom bien plus classe que la Guilde Solo, et tous deux tombent d'accord. Il passe ensuite à la question du recrutement des membres fondateurs. Jino évoque une récente visite, mais Jinwoo explique calmement que cette personne ne correspond pas du tout à ce qu'il recherche. Intrigué, Jino lui demande quel genre de personne il veut recruter. Jinwoo répond qu'il cherche avant tout des gens de confiance, des personnes honnêtes qui ne s'inquiètent pas trop des affaires internes de la guilde. Leur discussion est soudain interrompue par de violents coups frappés à la porte. Jinwoo se lève et l'ouvre. Devant lui se tiennent le maître de guilde Park Jang-su et 2 de ses membres, le visage crispé comme s'ils venaient d'avaler un insecte. Jinwoo et Jino échangent un regard perplexe, ne sachant pas s'ils doivent les faire entrer, ou appeler la police. Il les invite tout de même à entrer. Jang-su ne perd pas de temps. Il montre à Jinwoo une vidéo d'une gigantesque porte récemment apparue dans leur région. Jinwoo lui demande aussitôt s'il s'agit d'une porte de rang S, mais Jang-su secoue la tête. Selon l'association, elle est classée rang A. Pourtant, vu son instabilité magique et sa taille impressionnante, la plus grande jamais observée à Buzuzan, il y a de quoi douter de cette évaluation. Comme la Guilde des Chevaliers ne possède aucun chasseur de rang S, l'association leur interdit d'y entrer seule. Jang-su propose alors un partenariat à Jinwoo. Il lui offre 20% des bénéfices du raid. Jinwoo refuse net. Il exige un partage 50-50e, affirmant que le partenariat doit se faire de guilde à guilde, puisqu'il vient de fonder officiellement la Guilde Aen. Jang-su tente de renégocier à 40-60e, mais Jinwoo reste inflexible. S'il n'obtient pas ces conditions, il ne participera pas. Après un moment de silence, Jang-su observe le jeune homme. Malgré son air calme, il dégage une aura singulière. Finalement, il propose un marché,
Il acceptera l'accord si Jinwoo parvient à vaincre le boss du donjon. Jinwoo accepte sans hésiter, et tous deux concluent l'affaire d'une simple poignée de main. Avant de partir, Jang Su précise que le raid commencera dès le lendemain et propose d'emmener Jinwoo sur le site de la porte. Mais ce dernier décline poliment, prétextant des affaires à régler le soir même. Dès que Jang Su s'éloigne, Jinwoo envoie discrètement un soldat de l'ombre pour le suivre. Le lendemain, les chasseurs se rassemblent devant l'immense porte de Buzuzan. Les membres de la guilde des chevaliers, équipés d'armures et d'armes luxueuses, se préparent sérieusement. Jang Su jette un œil inquiet à l'horloge de son téléphone. Il ne reste que 5 minutes avant le début du raid, mais Jinwoo n'est toujours pas là. Il regrette de ne pas l'avoir accompagné la veille. Pendant ce temps, Jinwoo est encore chez lui. Il se tient devant la fenêtre, observant le ciel gris. Une pensée lui traverse l'esprit. J'espère que Gina a pris son parapluie pour aller à l'école. Il active alors sa compétence d'échange d'ombre et son corps se fond lentement dans les ténèbres avant de disparaître. La scène se déplace vers l'école de Gina. 3 étudiants traversent un couloir désert, se dirigeant vers une salle inutilisée pour récupérer une vieille statue. Lorsqu'ils entrent, ils découvrent des rangées de statues poussiéreuses alignées. Mais, dans un coin de la salle, une chose attire leur attention. Une porte magique vient d'apparaître. L'un des élèves, plus téméraire que les autres, s'en approche et explique que tant qu'elle reste fermée, elle n'est pas dangereuse. D'habitude, il faut environ une semaine avant qu'une porte ne s'ouvre complètement, donc aucun monstre ne peut encore en sortir. Les 2 autres se demandent si elle vient d'apparaître ou si elle était là depuis longtemps. Mais soudain, crac! La porte explose. Une main monstrueuse surgit et attrape l'élève courageux par la tête. Il pousse un cri de terreur, avant que sa tête ne soit brutalement écrasée. Les 2 autres étudiants restent figés, paralysés par la peur. En un instant, ils sont eux aussi massacrés, leur corps baignant dans le sang. Les monstres sont des orques. Des chasseurs nés, brutaux et sanguinaires. Leur intelligence est inférieure à celle des humains, mais leurs instincts de traque sont terrifiants. L'un d'eux observe attentivement les lieux. La structure de l'école ressemble à un véritable labyrinthe, un château plein d'humains à chasser. Il ordonne alors à ses congénères d'appeler des renforts. Bientôt, les orques se déchaînent et commencent à massacrer tous les humains qu'ils croisent. Retour à Buzuzan. Jinwoo vient d'arriver près de la gigantesque porte. De près, elle est encore plus impressionnante qu'il ne l'imaginait. Il remarque l'organisation impeccable de la guilde des chevaliers. Une équipe de collecte, une équipe d'extraction, et une unité d'assaut composée de 13 chasseurs de rang A et 20 de rang B. À son arrivée, les chasseurs l'entourent aussitôt, le félicitant pour son incroyable performance lors du raid de l'île de Jeju. Certains lui demandent même s'il dirigera ce nouveau raid. C'est alors qu'une jeune femme s'avance pour calmer le brouhaha, Jang Yirim, la guérisseuse principale de l'équipe d'assaut. Peu après, Jang Su arrive et précise qu'il sera le chef du raid. Jinwoo, lui, n'est là que pour les protéger. Cette annonce provoque quelques murmures. Certains chasseurs se demandent pourquoi leur maître de guilde veut toujours tout diriger. D'autres murmurent qu'il semble les considérer comme trop faibles pour affronter le donjon sans Jinwoo. L'un d'eux, particulièrement arrogant, s'avance et demande à Jinwoo s'il pense vraiment que les chasseurs d'élite de la guilde des chevaliers ont besoin de sa protection. Jang Su intervient rapidement, apaisant les tensions. Il explique à Jinwoo que ses membres peuvent être un peu rudes. Puis il consulte son téléphone et donne l'ordre. Le raid commence. Pendant ce temps, au bureau de l'association des chasseurs, une opératrice reçoit un appel d'urgence. Une jeune fille, paniquée, lui crie qu'une horde de monstres est apparue dans son école et qu'il tue tout le monde. L'opératrice tente de la calmer et lui assure que des chasseurs sont déjà en route. Elle lui demande ensuite de décrire les créatures. Entre 2 sanglots, la fille explique qu'ils ressemblent à des humains, mais avec des visages hideux et une peau verdâtre. Aussitôt, le sang de la répartitrice se glace. Elle comprend, des orques. Terrifiée, elle supplie la fille de courir, lui expliquant que ces créatures peuvent sentir leur proie. Mais soudain, un bruit sourd se fait entendre, puis un cri, déchirant, qui s'interrompt brutalement. Le silence qui suit est glaçant. L'école est désormais en proie au chaos. Les élèves fuient dans tous les sens, certains se cachent, d'autres tombent sous les coups des orques qui ravagent tout sur leur passage. D'une voix rauque, les monstres s'exclament qu'ils ont déjà pris la moitié de l'école et qu'ils vont maintenant monter à l'étage pour achever le reste. Au dernier étage, un petit groupe d'étudiants se barricade dans une salle de classe, empilant désespérément des tables et des chaises contre la porte. Mais cela ne dure pas longtemps, les orques défoncent la barricade d'un seul coup. Les étudiants, paralysés de terreur, voient alors entrer un orque massif, une épée couverte de sang à la main.
Un élève tente de s'enfuir par la porte arrière, mais un autre orc l'attendait déjà, il l'abat sans pitié. Les monstres éclatent de rire, se moquant de la peur des humains, savourant ce carnage. Dans un coin de la pièce, Gina et Sani sont cachés. Gina tremble, les larmes aux yeux, appelant son frère dans sa tête. Sani, elle, tente de se ressaisir. Même si elle n'est qu'une chasseresse de Baran, elle se rappelle qu'elle reste une chasseuse. Elle veut se battre, mais Gina tente de l'en empêcher. Deux orques s'approchent, les fixant intensément. L'un d'eux sent une faible énergie magique émaner de Gina. Sans hésiter, il lève sa hache et attaque. Les deux filles ferment les yeux, tremblantes, persuadées que leur fin est proche. Soudain, un puissant orque de l'ombre surgit de nulle part, interceptant l'attaque de l'orque ennemi d'un geste brutal. C'était l'un des guerriers de l'ombre dissimulés dans l'ombre de Gina. Surprise. Jenna resta figée un instant avant de ressentir un profond soulagement en comprenant que cette créature appartenait à son frère aîné. En un éclair, les orques de l'ombre contre-attaquèrent, frappant l'adversaire avec une telle force qu'il fut projeté à travers le toit de l'école. Deux autres orques émergèrent ensuite, se plaçant devant Jenna pour la protéger. Musique, la scène bascule vers le raid de Buzouzan, où les chasseurs viennent d'entrer dans un donjon ressemblant aux ruines d'un ancien tombeau. Ils avancent prudemment à travers les couloirs, quand soudain, un ogre à deux têtes surgit des ténèbres. Zhang Su ordonne immédiatement à tout le monde de rester sur leur garde. Le monstre pousse un rugissement furieux avant de foncer droit sur eux, brandissant sa gigantesque hache. Zhang Su réagit en un instant et active un sort de protection, réussissant de justesse à bloquer le coup. Profitant de l'ouverture, un chasseur bondit sur le monstre et lui lacère violemment les yeux. Aveuglé, l'ogre hurle de rage, mais deux autres chasseurs fondent sur lui pour lui trancher les bras. Derrière eux, les mages de soutien lèvent les mains et enchaînent les incantations. D'immenses éclairs et des torrents de flammes s'abattent sur le monstre, qui s'effondre aussitôt, son corps se consumant sous la puissance des sorts. Essoufflé, Zhang Su se tourne vers Jinwoo. Il lui dit que ce raid ne sera pas facile. Si des ogres à deux têtes apparaissent dès le début, le prochain défi pourrait être bien pire. Et il avait raison, quelques instants plus tard, des centaines de morts-vivants émergent des ombres. Les chasseurs se mettent aussitôt en position de combat. Pourtant, quelque chose cloche, les morts-vivants ne bougent pas. Ils hésitent, reculent même légèrement, comme s'ils craignaient quelque chose. C'est inhabituel, ces créatures attaquent normalement dès qu'elles aperçoivent un ennemi. Mais cette fois, c'est différent. Jinwoo, lui, observe la scène avec un léger air d'ennui. Ce genre de donjon ne semble pas à sa hauteur. C'est alors qu'il ressent soudain un signal d'alerte venant du soldat fantôme qu'il avait placé sur Jenna, un signal fort, anormal. Quelque chose ne va pas. Il se tourne vers Zhang Su et lui annonce qu'il doit partir immédiatement. Mais Zhang Su refuse catégoriquement. Sans Jinwoo, ils risquent tous de mourir ici. Déchiré, Jinwoo finit par trancher. Il décide de laisser l'un de ses soldats de l'ombre pour les assister dans ce combat. Il invoque alors Beru, le roi des fourmis de l'île de Ju. L'apparition du soldat plonge les chasseurs dans un profond choc. Ils reconnaissent immédiatement ce monstre légendaire. Jinwoo ne perd pas de temps à leur expliquer. Il ordonne à Beru de protéger les humains, tout en lui laissant carte blanche pour s'occuper des non-humains, et laisse échapper une aura terrifiante. Une vague glaciale parcourt la pièce, et les chasseurs réalisent à quel point ils avaient sous-estimé Jinwoo. Jinwoo invoque ensuite 20 autres soldats de l'ombre issus de l'armée des fourmis. Zhang Su et Yaram s'inquiètent, et si ces créatures perdaient le contrôle? Mais Jinwoo, offensé, leur répond sèchement qu'il devrait être reconnaissant de recevoir de l'aide au lieu de douter. Sa voix ferme et son regard froid suffisent à les faire taire. Conscient que le temps presse, Jinwoo se prépare à partir, mais sa compétence d'échange d'ombre est encore en recharge, l'empêchant de se téléporter. Frustré, il se met à courir à pleine vitesse vers la sortie du donjon. C'est alors qu'une armée entière de morts-vivants surgit sur son chemin. Jinwoo dégaine sa dague, prêt à se battre. Mais contre toute attente, les morts-vivants s'agenouillent devant lui, comme s'ils reconnaissaient un maître. Jinwoo reste un instant sans voix, avant de comprendre. C'est sans doute à cause de son statut de monarque de l'ombre. Profitant de cette soumission, il bondit au-dessus d'eux et invoque Keizel. Montant sur le dos de son dragon de l'ombre, il active sa compétence « Domaine du monarque », renforçant toutes ses statistiques de 50%. Puis, d'une voix puissante, il ordonne à Keizel de foncer à toute vitesse vers Gina. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mardi pour la prochaine épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu.